le savez sûrement, une étude a révélé cette année que 78% des Françaises ne se trouvent pas jolies. Et selon cette même étude, nous les Françaises, on serait les Européennes à être les moins satisfaites de leur physique. La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est pourquoi? Pourquoi les Françaises et nous les femmes en général, on se prend autant la tête avec cette question de beauté et de physique idéal? Chez nous les femmes, l'insatisfaction par rapport au physique va souvent très loin. On met en danger notre santé physique, on met en danger notre santé mentale, ça passe par des produits dangereux, de l'amincissement drastique, la chirurgie esthétique, qui peut être dangereuse, parfois mortelle pour certaines personnes, sans parler des conséquences psychologiques, comme l'estime de soi qui est totalement en souffrance, les troubles alimentaires, la dépression, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et beaucoup d'entre nous sont concernés sans même le savoir, et sont obsédés par cette question, sans même savoir d'où ça vient. Belle, belle, belle comme le jour. Alors je vous vois venir. Certaines doivent se dire moi ça me concerne pas, hein, les histoires de beauté, je suis belle, je suis pas belle, on s'en fout. On s'en fout pas tant que ça. Déjà, c'est quoi se trouver belle? Pourquoi c'est important? Contrairement à ce que vous pouvez penser, se trouver belle, c'est pas être accro aux selfies et être en train de se regarder dans le miroir toute la journée. C'est pas non plus se balader dans un body rouge et faire des vidéos en chantant I'm feeling myself. Se trouver belle, c'est pas forcément être dans l'idolâtrie de sa personne et être complètement obsédé par son image et par sa beauté. Non, ça c'est même pas très sain du tout d'ailleurs. Se trouver belle, c'est juste accepter suffisamment son physique et être suffisamment satisfaite pour fonctionner avec et pour être bien dans sa peau, pour être à l'aise avec, en profiter dans toutes les circonstances, à la plage, quand on va danser, etc. Et ne pas se prendre la tête avec ça. C'est ne pas être obsédé par ses complexes et ne pas être obsédé par changer son physique en fonction de la saison ou je ne sais quoi encore. C'est être bien quoi, tout simplement. Alors si se trouver belle c'est si cool, pourquoi c'est pas si facile? Tout simplement parce que depuis la nuit des temps, le statut des femmes a été un tout petit peu nié par la société. Tout petit peu, beaucoup quand même. Il y a très longtemps de ça, les femmes dépendaient des hommes et leur statut était à peu près équivalent à celui d'un enfant. Dans la Grèce antique, par exemple, il leur fallait un tuteur et elles sortaient très rarement de la maison. Il y avait même une partie de la maison qui était réservée pour les femmes pour qu'elles puissent rester enfermées là-dedans. À cette époque, on va dire que la femme servait essentiellement à la reproduction. C'est d'ailleurs de l'époque de la Grèce antique que vient cette idée de la perfection du corps sculpté et athlétique avec une perfection quasiment mathématique. Pourtant, les statues grecques représentaient rarement des personnes réelles, c'était plutôt des divinités, etc. Donc l'idée de la perfection part déjà d'une image assez irréelle et inaccessible. Et donc depuis cette époque lointaine, on a toujours mis une forte pression sur l'apparence des femmes. En gros, c'était pour attirer les faveurs des hommes et avoir des avantages sociaux comme faire un beau mariage ou éviter la prison, si, ça arrivait. Pour servir d'indicateur de réussite du mari, pour être productive et fertile et donner plein d'enfants. Donc être une machine à bébé. Et donc très tôt dans l'histoire, il a été question pour la femme d'être au top du top et de correspondre aux standards de beauté de l'époque pour avoir une chance de s'en sortir, quoi. Et pour ne pas se retrouver sans faction. Vous avez vu Divergente? Non? Non, c'est pas grave. Ça veut dire que tout au long de l'histoire, la femme a dû prouver qu'elle répondait bien aux standards de désirabilité, de bonne santé et de fertilité qui étaient établis par les hommes de l'époque. Au fil du temps, les femmes ont donc usé de toute leur créativité pour se tenir à la mode, quitte à se rendre malade, un peu comme on fait maintenant. Voyez plutôt quelques exemples. À l'époque du Moyen-Âge, les standards de beauté, c'était être bien pulpeuse, le ventre bien rond et blonde. À la Renaissance, toujours bien pulpeuse puisque c'était signe de bonne santé et toujours blonde. Au XVIIe siècle, on a commencé à faire preuve de plus de ruse, plus de stratagèmes pour correspondre aux standards et donc on se mettait des structures en bois pour avoir des hanches qui paraissaient plus larges, donc plus facile pour faire des enfants. Et on a commencé à faire usage de ce qu'on appelait des faux culs ou des hausses culs.
Première partie du 19e, finalement, faut être brune, c'est plus exotique. Toujours bien corpulente et avec la chair bien molle. Deuxième partie du 19e, finalement, c'est plus du tout pareil. Il faut avoir l'air malade et dépressive. Pour arriver à avoir ces effets-là, les femmes buvaient du jus de citron et du jus de vinaigre pour se brouiller le teint et elles dormaient le moins possible pour avoir plein de cernes et être bien dans les standards de beauté. Finalement, tout ce qu'on faisait tout au long de ces époques-là, c'était chercher chez les femmes des signes de bonne santé et de fertilité. Quoi qu'on peut avoir un doute sur l'époque teint livide et cernes sous les yeux. Donc la principale préoccupation des femmes, c'était correspondre aux standards pour bien se faire voir. Mais maintenant qu'on est au 21e siècle, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est aussi important maintenant? Est-ce que la femme est encore l'objet de son mari et que son seul objectif, c'est de correspondre aux standards pour pouvoir faire un bon mariage? Pas forcément. Aujourd'hui, la femme a beaucoup plus d'indépendance. Heureusement. Elle est donc pas obligée de correspondre à tout prix à tous les standards possibles et de prendre part à ce qu'on appelle la beauty madness. Alors pourquoi on continue à être autant sujet aux pressions qui sont exercées sur notre physique? Pourquoi on laisse autant tous ces standards, tous ces diktats nous affecter? Pourquoi notre beauté, notre bien-être, notre santé, notre estime de nous-mêmes est remise en question par toutes ces questions-là? Parce que finalement, on aurait pu totalement s'en foutre. Et c'était sans compter sur ce qu'on appelle l'accélération technologique. L'accélération technologique, c'est le fait que maintenant, on soit tout le temps confronté à des images. Et donc, qui dit image de soi. On est tout le temps confronté à notre image à nous et à l'image des autres et on est tout le temps en train de se comparer toute la journée. Maintenant qu'on a accès facilement à des outils comme le miroir, la photo, la vidéo, qu'il existe les magazines, le cinéma, les réseaux, etc. On est tout le temps en train de s'auto-évaluer. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien? Le fait est qu'on est bombardé à longueur de journée par des images. Par exemple, les pubs, on en voit entre 350 et 3000 par personne et par jour. Vous imaginez un peu? Donc vu qu'on est tout le temps en train de voir des images, on se demande est-ce que je ressemble à ça? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que... En 2014, la journaliste Robin Rice écrit ceci dans le Huffington Post. Nous regardons des magazines de beauté et des photos de mode et que nous croyons ou non en eux, nous les avons tant vus et ils nous ont tellement été montrés sous une lumière favorable que quelque chose en nous a dit « c'est beau ». Que cela nous corresponde ou pas intellectuellement, quelque chose de profond s'est ancré et nous nous y comparons. Un peu comme de l'hypnose, quoi. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite étude qui pourrait bien vous intéresser. En 2017, un anthropologue mondialement connu, Jean-Luc Jucker, un mec génial, de l'université de Neuchâtel en Suisse. Il se rend avec son équipe dans des villages reculés du Nicaragua. Il y a des villages qui ont accès à la télé et des villages qui n'ont pas encore accès. Donc, il se rend dans 2 villages qui ont accès à la télévision et un village qui n'a pas accès. Il demande aux femmes de dresser le portrait du physique idéal à leurs yeux dans les 3 villages. Son étude a révélé que dans les 2 villages qui étaient équipés de la télévision où les femmes avaient commencé à regarder des telenovelas, etc., le physique idéal ressemblait trait pour trait à ce qu'on voyait dans les telenovelas, alors que dans le village qui n'était pas équipé de la télévision, le physique idéal ressemblait beaucoup plus au physique des femmes de ce village. Ce qui veut dire que dans les villages où les femmes regardaient la télévision, à force de regarder tous les jours ces images, elles avaient inscrit dans leur tête que le physique qui passe à la télé, c'est ce physique-là, donc c'est ça qui est bien, donc c'est ça le physique idéal, alors que dans le village où les femmes n'avaient pas accès à la télévision, elles n'avaient pas cette notion du physique idéal. À l'issue de cette étude super intéressante, Jean-Luc Jucker a déclaré ceci. Il est difficile de faire la part des choses dans nos sociétés où nous sommes très tôt exposés à cet idéal de la femme longiligne, dont les études ont montré qu'il peut conduire à une pauvre estime de soi et à des troubles alimentaires. À force de voir des femmes minces à la télévision, on s'adapte à cette image. Il y a aussi probablement un effet de valorisation. Les femmes qui apparaissent dans les feuilletons mexicains et dans les films hollywoodiens sont perçues comme des modèles. D'ailleurs, pour la petite histoire, les femmes qui ont participé à cette étude ont commencé à parler de faire des régimes
alors qu'en fait c'est très difficile d'accéder à la nourriture dans le village où elles vivaient. Ça veut dire qu'elles ont du mal à s'alimenter correctement, mais qu'elles veulent quand même ressembler à ce qu'elles voient dans les telenovelas. En gros, ce qu'il faut retenir sur l'accélération technologique, c'est que nous sommes la première société à être autant exposée à des images tout le temps, et donc à l'image de nous-mêmes et à nous comparer autant. C'est pour ça qu'on est en partie autant insatisfait par notre physique, parce qu'on n'arrête pas de voir qui ne correspond pas à ce qui passe à la télé. En Europe en particulier, les standards de beauté sont hyper drastiques. C'est l'un des endroits du globe où la pression sur le physique est la plus forte, et c'est d'ailleurs l'Europe elle-même qui impose ses dictates à une bonne partie de la planète. Ça veut dire que même si la morphologie est différente ailleurs, même si en gros dans la communauté, dans le pays, le physique standard ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans les médias, on va quand même essayer de rentrer dans ça pour faire l'affaire. En gros, ça veut dire qu'on essaie de rentrer dans un moule carré alors qu'on est rond. Un peu comme ça en fait. Voyez plutôt ces chiffres. En 2016, une étude Click and Dress sur 52 000 femmes a révélé que la taille moyenne chez les femmes était de 1,65 m et le poids moyen de 63 kg. Donc ça correspond à peu près à une taille 40 en vêtements. Alors qu'en fait, tout le monde veut faire 1,80 m et faire une taille 36. On est obsédé par ressembler à ce qui ne nous ressemble pas. D'ailleurs, la pression ne s'arrête pas là. Il faut toujours être plus mince, plus beau et plus jeune. En 2017, un procès a fait scandale en Russie. Une compagnie aérienne, qui était déjà connue pour peser ses hôtesses de l'air, avait pour projet d'interdire les vols long courriers à toutes les hôtesses qui faisaient plus d'une taille 42. Évidemment, les hôtesses ne se sont pas laissées faire, elles ont attaqué en justice et elles ont plus ou moins gagné. Même les mannequins subissent une pression de ouf pour être de plus en plus minces, alors que c'est déjà les personnes les plus minces de la Terre, ce qui peut conduire parfois jusqu'à l'anorexie. Le célèbre mannequin Alec Wek a d'ailleurs dénoncé les pressions de folie qu'elle subissait pour maigrir encore plus, parce que certains acteurs de l'industrie du mannequinat avaient déterminé qu'elle était un petit peu trop grosse. On parle bien de Alec Wek. Malgré les fortes pressions, elle ne s'est pas laissée faire. Son histoire personnelle l'avait déjà exposée à une grande famine, et elle a déclaré ceci. « Je l'ai ressenti, non pas parce que je devais m'habiller, mais parce que j'étais une réfugiée. Je ne veux plus jamais me sentir comme ça. » En gros, elle disait qu'elle refusait de s'affamer davantage juste pour rentrer dans des vêtements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est conditionné dès le plus jeune âge, Barbie, Disney, etc., ça vous parle, pour penser que le corps idéal, que le corps qui donne tous les passe-droits et qui donne le succès dans la vie, c'est le corps longiligne et très très mince. Et malheureusement, ce conditionnement, ça marche. Et ça marche très bien. Et non seulement ça marche, mais ça nous fait beaucoup de mal. En 2014, une étude Today a révélé que 78% des jeunes filles n'étaient pas satisfaites par leur physique. Une autre étude Songa sur 2000 individus a révélé que 66% des femmes n'étaient pas satisfaites par leur corps. Et une autre étude de l'université de Cambridge a révélé que 9 jeunes filles sur 10 veulent bien admettre que Instagram les fait se sentir moins bien dans leur peau. Et comme j'adore les études, je vais vous en donner une petite dernière. Sylvie Borloo, une enseignante-chercheuse française, a réalisé une étude sur 600 jeunes filles. L'étude consistait à leur faire regarder des pubs et à mesurer leur niveau d'anxiété avec des capteurs, tout ça. L'étude a révélé que plus les jeunes filles avaient un physique éloigné de ce qu'on voyait dans la pub, et plus leur niveau d'anxiété atteignait des sommets. En gros, plus elles se rendaient compte qu'elles ne correspondaient pas aux standards, et plus ça les faisait flipper. Au vu de tout ça, la question qu'on peut se poser, c'est si ça nous fait tant de mal, alors pourquoi ça continue ? Si on est au courant de tout ça, alors pourquoi ça s'arrête pas ? Dans un premier temps, on pourrait se dire, peut-être qu'on se laisse un petit peu trop influencer et qu'on veut bien se conformer à ce qui se passe dans les médias. Et ensuite, quelque part, on est un peu responsable et on est un peu les personnes qui entretenons ce phénomène de beauty madness. Vous vous rappelez tout à l'heure Sylvie Borloo, l'enseignante-chercheuse qui avait fait l'étude sur les 600 filles qui avaient mesuré le niveau d'anxiété, etc., etc. Et bien, vous savez ce qu'elles ont dit ? Quand on leur a montré les résultats de leur niveau d'anxiété face à la pub, on leur a demandé, est-ce que tu penses que tu serais OK pour voir des pubs qui sont assurées par des gens qui n'ont pas un physique taille 36, etc., mannequin ? Elles ont dit non. Elles ont dit, ouais, ça me fait du mal, mais en fait, je veux voir ça.
Parce que ça, c'est beau. Et moi, c'est pas beau. Pourquoi? Pas de panique. On va voir ensemble quelques pistes de solutions pour arrêter de se laisser complètement hypnotiser par cette histoire de standard de la beauté. Vous connaissez Cléopâtre. Vous croyez que c'était la bimbo séductrice de l'Égypte ancienne, mais en fait, pas du tout. Elle a été vachement pimpée à la télé par rapport à ce qu'elle était vraiment. Et finalement, son physique ne faisait pas la personne qu'elle était. Son physique n'avait rien à voir avec ce qu'on nous présente à la télé. Mais en fait, ce qui fascinait tant chez cette femme, c'était sa culture, c'était son intelligence, c'était sa grâce, c'était ses succès économiques, son côté stratège. En fait, c'est ce qu'elle avait là-dedans, plutôt que ce qu'elle avait là-dedans. Plutarque a écrit à son intention. Son apparence n'avait rien d'incomparable et ne frappait pas à première vue, mais on ne pouvait échapper au charme que dégageait sa présence, la grâce naturelle de sa personne, l'amabilité de ses propos et la spontanéité de ses manières donnaient beaucoup de piquant à son entretien. Elle avait une voix ravissante et elle en jouait avec un art consommé, comme d'un instrument à cordes multiples, car elle parlait plusieurs langues. Ce que notre ami Plutarque voulait dire par là, c'est que cette femme, elle avait un magnétisme incroyable et que ça n'avait aucun rapport avec son physique. C'était plutôt dans sa façon de se comporter, dans sa gestuelle, dans sa voix, dans ses propos, etc. Donc en fait, finalement, le physique, ça représente quoi? 10% de ce que vous êtes? Tout ne s'arrête pas là et ça fait pas la totalité de votre personne. Vous avez d'autres qualités, vous avez un cerveau, vous avez des manières, des façons de vous habiller, je sais pas, des choses qui font que vous n'êtes pas obligé d'avoir le physique à jeter ou le physique qui a tout gagné. En gros, pas besoin de se prendre le chou parce qu'on ne fait pas 1m80 et une taille 36. C'est pas le cas de tout le monde et c'est pas censé être le cas de tout le monde, sinon on serait tous des clones et ça n'aurait aucun intérêt. Ensuite, une question qu'on peut se poser, c'est si j'ai des complexes, pourquoi? D'où ça vient? Est-ce que c'est à cause des moqueries? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est Insta? Qu'est-ce qui fait que je suis pas satisfaite de mon corps? Est-ce que c'est moi qui pense ça ou est-ce que c'est une opinion qui vient d'ailleurs et que ça m'influence? Posez-vous les bonnes questions sur les médias que vous consommez. Est-ce que quand vous regardez les comptes que vous suivez, ça vous fait du bien ou ça vous fait du mal? Quand vous regardez la pub, est-ce que vous vous sentez mal à l'aise? Est-ce que vous sentez que vous faites pas l'affaire? Essayez de faire la différence entre les médias que vous consommez qui vous font du bien et ceux qui vous font pas du bien. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous met mal à l'aise. Communiquez avec quelqu'un de bienveillant envers vous. Et la personne va certainement vous rassurer sur le fait que vos complexes, en fait, il n'y a que vous qui les voyez. Autre chose qu'on peut faire pour arrêter de se laisser influencer, c'est nous-mêmes arrêter de valider les modèles physiques irréalistes comme étant les bons. Il n'y a pas un bon physique et un mauvais physique, il y a juste plein de physiques. Et par définition, l'être humain est totalement multiple et riche de différences. Et c'est ça qui est bien. Donc il y a des comportements qu'on peut totalement arrêter, comme se moquer de quelqu'un qui n'a pas le physique qui rentre dans les cases, ou faire des remarques désobligeantes, ou se faire des remarques désobligeantes et être cruel envers soi-même, etc., etc., etc. Une bonne chose à faire peut être de commencer à suivre des médias qui prônent la célébration des diversités, c'est-à-dire qui ont un message du genre on est tous différents et c'est très bien et assumons-nous comme nous sommes. Yeah! Parce que la diversité, c'est ça qui est bien. Ne négligez pas l'influence que ce que vous regardez peut avoir sur vous, parce qu'elle existe, parce qu'elle est bien là, et essayez de mieux choisir ce que vous regardez et ce que vous écoutez. On peut aussi encourager les marques qui commencent à faire le changement. Par exemple, on a vu beaucoup de ça chez Asos, chez Etam, chez Dove. Il y a un changement qui est en train de s'opérer et il y a certaines marques qui ont commencé à emboîter le pas. Alors, si on leur donnait un coup de pouce. Je parle des marques qui mettent en valeur tous les types de corps, qui mettent des personnes très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, qui essaient de représenter tout le monde dans leur campagne, dans leur publicité, etc. pour que on puisse enfin voir des gens qui nous ressemblent à la télé. Donc si c'est bien, si on aime, si on se sent bien en voyant ce genre de campagne, il faut le dire, encourageons les marques qui font le changement, encourageons les médias qui font le changement, les comptes qui font le changement, parce que du coup le changement ça viendra de nous
et de ce qu'on va valider. Par exemple, le défilé Etam du 24 septembre a fait beaucoup de bruit pour leur campagne Feel Free, parce qu'il y avait des mannequins de tailles différentes, de formes différentes, des mannequins qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les défilés. Et ça c'est génial, non? Alors, est-ce qu'on est prête à ce que tous les défilés ressemblent à cela? Si c'est le cas, il faut le dire. Si c'est le cas, il faut les encourager. Si c'est le cas, manifestons-nous! En gros, l'objectif, ça va être de se libérer. Ça va être d'être bien dans son corps parce que c'est le début de tout. Plus de complexes, plus de problèmes psychologiques, plus de problèmes pour se mettre en maillot de bain, plus de régimes drastiques, plus de produits pour maigrir la nuit et perdre une taille en 24 heures, plus de sentiments de culpabilité associés à ce qu'on mange et plus de cercles vicieux du genre détox, McDo, détox, McDo, détox. Pas besoin obligatoirement d'être en mode feeling myself, je m'adore, je me kiffe. Feeling myself. Mais être en mode Rebel Wilson par exemple, c'est déjà pas mal. De la fierté d'être ce qu'on est, de l'humour, de la joie de vivre et plus d'obsession sur est-ce que j'ai le bon physique ou pas. Et puis le plus important, c'est de se rappeler que finalement, s'accepter comme on est et s'aimer, c'est le début de tout, c'est que le début, puisqu'après, il y a encore beaucoup de chemin. Enfin voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, on verra le changement qui est en marche dans les médias et dans la publicité, etc. Qu'est-ce qui se passe, qui est à l'origine de ça et pourquoi c'est bien. En attendant, si vous voulez en savoir plus, téléchargez mon guide sur la confiance en soi dans la description de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt et aimez-vous, mes beautés! Aimez-vous, ayez confiance en vous et prenez soin de vous. Bisous! I'm feeling myself.